les Acarniens, Aristophane, Dicopolis, que de fois j'ai été mordu au cœur, et de plaisir bien peu, tout à fait peu, 4, mais de douleur, un amoncellement de sable à la hauteur de Gargare, voyons donc, qui m'a été un juste sujet de joie. Ouais, je vois pourquoi j'ai eu l'âme réjouie. C'est quand Cléon a revomi les 5 talents. Quel bonheur j'en ai ressenti. Et j'aime les chevaliers pour ce service. Il fait honneur à la hélas. Mais bientôt, j'ai éprouvé une douleur tragique, la bouche béante. J'attendais de l'eschylose quand un homme crie. Théognie fait entrer le choir. Comment croyez-vous que ce coup m'ait frappé l'âme? Mais voici pour moi une autre choix. Lorsque, en courant pour un veau, Dexithéos s'avança et choua un air poétien. Cette année-ci, au contraire, je vis que j'étais mort, mis en lambeaux, lorsque Kéris préluda sur le mode hortien. Mais jamais, depuis que je vais au bain, la paupière ne m'a piqué les sourcils comme aujourd'hui. Ces jours d'assemblée régulière, voici le matin, et la Pnyx est encore désertée. On bavarde sur l'agora, en haut, en bas, on évite la corde rouge. Les pritanes même n'arrivent pas. Ils arrivent à une heure indue, puis ils se bousculent, vous savez comme, les uns les autres, pour gagner le premier pan. Et ils s'y jettent serrés. De la paix à conclure, ils n'ont aucun souci. Oh, la ville, pour moi qui viens toujours le premier à l'assemblée, je m'assois, là, toute seule, je soupire, je bâille, je m'étire, je pète. Je ne sais que faire, je trace des dessins, je m'épile, je réfléchis, l'œil sur la campagne, épris de la paix, détestant la ville, regrettant mon dème, qui ne m'a jamais dit « Achète du charbon, du vinaigre, de l'huile ». Il ne connaissait pas le mot « achète », mais il fournissait tout. Et il n'y avait pas ce terme. Clabaudé à injurier les orateurs, s'il en est qui parlent d'autre chose que de la paix. Mais voici les pritanes. Il est midi. Ne l'ai-je pas annoncé? C'est bien ce que je disais. Tous ces gens-là se ruent sur le premier siège. Le héros. Et la suite, après un petit temps, je vais supprimer l'énonciation des noms. Mais je les garde à l'instant pour orienter un peu les attributs de style caractériel de leurs traits à résoudre avec la trouvaille de leurs faits. Avancer sur le devant, avancer pour être dans l'enceinte purifiée. Amphithéos, a-t-on déjà parlé? Le héros. Qui veut prendre la parole? Amphithéos, moi. Le héros. Qui? Toi. Amphithéos. Amphithéos. Allez, je supprime. Pas un homme. Non, mais un immortel.
Amphithéos était fils de Déméter et de Triptolémos. De celui-ci naît Kéléos. Kéléos épouse Phanarète, mon aïeul, de laquelle naît Lyconos. Né de lui, je suis un immortel. À moi seul, les dieux t'ont confié le soin de faire une trêve avec les Lacédémoniens. Mais tout immortel que je suis, citoyen, je n'ai pas de quoi manger, car les Prytanes ne me donnent rien. Archer, ô Triptolémos, ô Kéléos, m'abandonnez-vous? Citoyens Prytanes, vous faites injure à l'Assemblée en expulsant cet homme qui a voulu nous soutenir une trêve et pendre au clou les boucliers. Assis, silence. Non, par Apollon, je ne me tais pas, à moins que les Prytanes ne délibèrent sur la paix. Les envoyés revenant d'auprès du roi. De quel roi? J'en ai assez des envoyés, des parents et des fanfaronnades. Silence. Ah, Barrek, Batana, quel équipage! Vous nous avez députés vers le grand roi avec une solde de 2 drachmes par jour, sous l'arc comptable de Timénès. Hélas, nos drachmes. Certes, nous avons peigné le long des plaines du Caestros, errant, couchant sous la tente, mollement étendus sur des chariots couverts, mourant de fatigue. Et moi, j'étais donc bien à l'aise, couché sur la paille, le long du rempart. Bien reçu, on nous forçait à boire, dans des coupes de cristal et d'or, un vin pur et délicieux. Ô cité de Cranaos, sens-tu bien la moquerie de tes envoyés? Les barbares ne regardent comme des hommes que ceux qui peuvent le plus manger et boire, et nous, les prostituées et les débauchés aux complaisances infectes. Au bout de 4 ans, nous arrivons au palais du roi, mais il était allé à la selle, suivi de son armée, et il chia 8 mois dans les monts d'or. Et combien de temps mit-il à fermer son derrière? Toute la pleine lune, puis il revint chez lui. Il nous reçut alors, et il nous servit des bœufs entiers sortant du four. Et qui a jamais vu des bœufs cuits au four? Quelle bourde! Mais de par Zeus nous fit servir un oiseau 3 fois plus gros que Cléonimos, et dont le nom était le hableur. Est-ce donc pour des harbleries que tu touchais du drachme? Et maintenant, nous vous annonçons ceux d'Artabas, l'œil du roi. Puisse un corbeau te crever le tien d'un coup de bec, toi, l'envoyé. L'œil du roi. Par Héraclès, au nom des dieux, dis donc, l'homme, ton œil est fait comme un trou de navire. Est-ce que, doublant le cap, tu regardes par où entrer en rade? Tu as une courroie qui retient ton œil par en bas. Allons, toi, dis ce que le roi t'a chargé d'annoncer aux Athéniens, ceux d'Artabas. L'Artamon exarchas apissona satra. Avez-vous compris ce qu'il dit? Par Apollon, je ne comprends pas. Il dit que le roi vous enverra de l'or. Allons, toi, prononce plus haut et plus clairement le mot or. Tu n'auras pas d'or, Ionien, au derrière élargi.
Non. Oh, le maudit homme. C'est on ne peut plus clair. C'est on ne peut plus clair. Que dit-il? Il dit que les Ioniens ont le derrière élargi s'ils comptent sur l'or des barbares. Mais non, il parle de large médine d'or. Quelle médine? Tu es un grand pleur. Mais va-t'en, à moi toute seule, je vais les mettre à l'épreuve. Absudartabas. Voyons, toi, réponds clairement à l'homme qui te parle. Autrement, je te baigne dans un bain de teinture de sarde. Le grand roi nous enverra-t-il de l'or? Absudartabas fait signe que non. Alors nous sommes dupés par les envoyés. Absudartabas fait signe que oui. Mais ces gens-là font des signes à la façon hellénique. Il n'y a pas de raison pour qu'ils ne soient pas d'ici. Des deux eunuques. J'en reconnais un. C'est Clisthènes, le fils de Cybertios. Oh, son chaud derrière est épilé. Comment, singe que tu es, avec la barbe, donc tu t'es affublé. Viens-tu nous jouer un rôle d'eunuque? Et l'autre, n'est-ce pas Straton? Silence, assis. Le conseil invite l'œil du roi à se rendre au Prytanéon. N'y a-t-il pas là de quoi se pendre? Après cela, dois-je donc me morfondre ici? Jamais la porte ne se ferme au nid des étrangers. Mais je vais faire quelque chose de hardi et de grand. Où donc est Amphithéos? Me voici. Prends-moi ces 8 drachmes et fais une trêve avec les Lacédémoniens pour moi seul, mes enfants et ma femme. Vous autres, envoyez des députations et ouvrez la bouche aux espérances. Non, de par Zeus, si tu n'avais touché un gros salaire, s'il n'avait neigé sur toute la Traquée, et si les fleuves n'eussent gelé vers le temps même où Théognis faisait ici jouer ses drames, en ce même temps je buvais avec Sitalkès. En vérité, il est passionné pour Athènes. C'est pour nous un amant véritable, au point qu'il a écrit sur les murs, charmant Athénien, son fils, que nous avons fait Athénien, brûlé de manger des andouilles aux abattoiries, et conjurait son père de venir au secours de sa nouvelle patrie. Celui-ci jura une coupe de venir à notre secours avec une armée si nombreuse que les Athéniens s'écrieraient « Quelle nuée de sauterelles !» Que je meurs de mal mort si je croise un mot de ce que tu dis, hormis tes sauterelles. Et maintenant, il vous envoie la peuplade la plus belliqueuse de la Traquée. Voilà, au moins, qui est clair. Paraissez, Thraciens, que Théoros amène. Quel est ce fléau? L'armée des Odomantes. Quelle Odomante? Dis-moi, qu'est-ce que cela signifie? Qui donc a émasculé ces Odomantes? Si on leur donne 2 drachmes de solde, ils fondront sur la Boétie tout entière. 2 drachmes à s'échâtrer. Chémis, peuple de marins, sauveur de la ville, ah, malheureux, c'est fait de moi. Les Odomantes m'ont volé mon ail. N'allez-vous pas me rendre mon ail? Malheureux, ne te mesure pas avec des hommes bourrés d'ail. Vous souffrez, Prythane, que je sois traité de la sorte dans ma patrie, et cela par des barbares. Mais je m'oppose à ce que l'Assemblée délibère sur la solde à donner aux Thraciens. Je vous déclare qu'il se produise un signe céleste, une goutte d'eau à mouiller.
que les Thraciens se retirent. Ils se présenteront dans 3 jours. Les Britannes lèvent la séance. Oh, malheur, que j'ai perdu de la chie. Mais voici Amphithéos qui revient de Lacédémone. Salut, Amphithéos. Non, pas de salut. Laisse-moi courir. Il faut qu'en fuyant, je fuis les Acarniens. Qu'est-ce donc? Je me hâtais de t'apporter ici la trêve, mais quelques Acarniens de vieilles roches ont flairé la chose. Vieillards solides, tueuses, durs à cuire, combattants de marathon, de bois d'érable. Ils se mettent à crier tous ensemble. Ah, scélérat, tu apportes une trêve et on vient de couper nos vignes. En même temps, ils mettent des tas de pierres dans leurs manteaux. Moi, je m'enfuis. Eux me poursuivent en criant. Et bien qu'ils crient. Mais apporte-t-il la trêve? Oui, assurément. Et j'en ai de 3 goûts. En voici une de 5 ans. Prends et goûte. Pouah! Qu'y a-t-il? Il ne me plaît pas. Cela sent le goudron et l'équipement naval. Eh bien, goûte cet autre qui a 10 ans. Il sent à son tour le goût aigre des envoyés qui vont par les villes stimuler la lenteur des alliés. Voici enfin une trêve de 30 ans sur terre et sur mer. Ô Dionysia, en voilà une qui sent l'ambroisie et le nectar. Elle ne dit pas, fais provision de vivre pour 3 jours, mais elle a la bouche. Va où tu veux. Je l'accepte, je la ratifie. Je bois à son honneur et je souhaite 1000 joies aux Acarniens. Pour moi, délivré de la guerre et de ses maux, je fais à la campagne fêter les Dionysias. Et moi, j'échappe aux Acarniens. Par ici, que chacun suive, poursuit. Informe-toi de cet homme auprès de tous les passants. Il est de l'intérêt de la ville et de se saisir de lui. Ainsi, faites-moi savoir si quelques-uns de vous connaît l'endroit par où a passé le porteur de trêve. Il a fui, il a disparu, hélas. Quel malheur pour mes armées. Il n'en était pas de même dans ma jeunesse, lorsque, chargé de sacs de charbon, je suivais Phaïlos à la course. Ce porteur de trêve n'aurait pas alors si aisément échappé à ma poursuite. Il ne se sert pas dérobé comme un cerf. Mais maintenant que mon charrette est devenu roide et que la jambe du vieux lac Rasidas s'est alourdie, il a filé. Il faut courir après. Que jamais il ne nous nargue en disant qu'il a échappé aux vieux Acarniens, celui qui, de par Zeus, souverain et de par les dieux, a traité avec les ennemis auxquels je voue pour toujours une haine implacable en raison du mal fait à méchant. Je ne cesserai pas avant que je m'attache à eux comme une flèche acérée, douloureuse, ou la rame à la main, afin qu'ils ne foulent pas au pied de mes vignes. Mais il faut chercher notre homme, avoir l'œil du côté de Palaine, et le poursuivre de lieu en lieu jusqu'à ce qu'on le trouve, car je ne saurais m'assouvir de le lapider. Observez un silence religieux, que tout le monde se taise. N'avez-vous pas entendu, vous autres, réclamer le silence religieux? Voilà l'homme même que nous cherchons. Retirez-vous tous par ici, car notre homme semble s'avancer pour offrir un sacrifice. Observez,
observer un silence religieux. Que la canéphore vienne un peu en avant, Xanthias, mais le phalos 3. Dépose ta corbeille, ma fille, afin que nous commencions. Ma mère, passe-moi la cuillère pour que je répande de la purée sur le gâteau. Voilà qui est bien, souverain Dionysos. C'est avec reconnaissance que je célèbre cette fête en ton honneur et que je t'offre un sacrifice avec toute ma maison. Rends-moi favorable les Dionysias champêtres à l'abri de la guerre et fais que je passe au mieux les 30 ans de la trêve. Voyons, ma fille, gentil enfant, porte gentiment la corbeille. Elle regarde une mancheuse de sarriette. Heureux qui t'aura pour femme et qui te fera puer comme une belette au point du jour. Avance, mais prends bien garde que dans la foule on ne fasse main basse sur tes bijoux d'or. Xanthias, à vous deux le soin de tenir le phalos droit derrière le canéphore. Moi, je suivrai en chantant l'hymne phallique. Toi, femme, regarde la fête de dessus notre toit. Va, Phalès, ami de Bacchos, bon compagnon de table, coureur de nuit, adultère, pédéraste, après 6 ans de je te salue. Ramène de bon cœur mon dème par une trêve, délivrer des soucis, des combats et des lamacos. Combien est-il plus doux, ô Phalès, Phalès, de surprendre une bûcheronne dans toute sa fraîcheur, volant du bois dans la forêt du Phéléus, comme qui dirait Trata, l'esclave de Strimodoros, de la saisir à bras le corps, de la jeter par terre et d'en cueillir la fleur. Phalès, Phalès, si tu bois avec nous, demain matin, après l'orgie, tu avaleras un plat en l'honneur de la paix, et mon bouclier sera pendu dans la fumée. C'est lui, lui-même, lui, jette, 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 frappez tous l'infâme. Allons, lancez, lancez. Par Héraclès, qu'est-ce cela? Vous allez casser ma marmite? C'est donc toi que nous lapiderons, tête infâme. Et pour quelle faute, vieillard acarnien? Tu le demandes, toi qui n'es qu'un impudent scélérat, traître à la patrie. Seul nous, tu as conclu une trêve, et tu oses ensuite me regarder en face. Mais écoutez donc, pourquoi j'ai conclu cette trêve? Écoutez, t'écoutez, tu périras. Nous allons t'écraser sous les pierres. Non, non. Commencez par m'écouter. Arrêtez, mes amis. Je ne m'arrêterai pas. Ne me dis point ce que tu dis. Je te hais encore plus que Cléon, que je couperai pour en faire des semelles aux chevaliers. Mais je ne veux rien entendre de tes longs discours. Toi qui as traité avec les Laconiens, mais je te châtierai. Comment pourrais-tu dire que tu as bien fait, du moment que tu traites avec des gens qui n'ont ni autel, ni foi, ni serment? Et je sais, moi, que les Laconiens, à qui nous en voulons trop, ne sont pas les auteurs de toutes nos misères. Pas de doute, scélérat. Tu as le front de nous tenir en face un pareil langage, et je t'épargnerai. Non, pas de doute, pas de doute. Et moi qui vous parle, je pourrais vous montrer que maintes fois, c'est à eux qu'on a fait tort. Voilà un mot imprudent,
et a fait pour réchauffer la bile, que tu oses nous parler ainsi des ennemis. Et si je ne dis vrai, si le peuple ne m'approuve pas, je veux parler la tête même sur le billot. Dites-moi, gens du peuple, ne ménageons pas les pierres et gardons cet homme pour le teindre en pourpre. Quel noir tison se rallume en vous. Ne m'écouterez-vous pas? Ne m'écouterez-vous pas, Acarnien? Nous ne t'écouterons pas, certainement. Je vais passer par un cruel moment. Que je meure si je t'écoute. Nom de grâce, Acarnien, tu vas mourir à l'instant. Eh bien, je vais vous mordre. Je vais tuer vos plus chers amis. Je tiens de vous des otages, je les prends et je les égorge. Dites-moi, gens du peuple, que signifie cette parole menaçante contre nous les Acarniens? A-t-il en son pouvoir quelque enfant de l'un de nous qu'il tient enfermé? D'où lui vient cette hardiesse? Frappez, si vous voulez. Je me vengerai sur ceci. Il montre un panier. Je saurai sans doute qui de vous a souci des charbons. Nous sommes perdus. Ce panier est mon concitoyen, mais tu ne feras pas ce que tu dis. Pas du tout. Pas du tout. Je l'égorgerai. Criez. Je ne vous entendrai pas. Tu vas tuer ce camarade, un ami des charbonniers. Tout à l'heure, quand je parlais, vous ne m'avez pas écouté. Eh bien, parle à présent, si bon te semble, de la quête des mômes et de ce que tu aimes le mieux. Jamais je n'abandonnerai ce petit panier. Maintenant, commencez par jeter vos pierres à terre. Les voilà à terre. Et toi, à ton tour, dépose ton épée. Mais faites que dans vos manteaux, il n'y ait pas quelque part des pierres. Elles ont été secouées par terre. Ne vois-tu pas nos manteaux secoués? Allons, plus de prétexte, dépose ton arme. Le secouement s'est opéré pendant notre évolution chorale. Vous alliez tous pousser de beaux cris, et peu s'en est fallu que ces charbons du Parnasse ne périssent, et cela par la folie de leurs compatriotes. La peur a fait chier sur moi à ce panier une poussière noire comme de la sépia. C'est terrible pour des hommes d'avoir dans l'âme une humeur de vertu qui porte à battre et à crier, sans vouloir écouter raisonnablement les raisons que j'allègue, quand je veux, sur ce biomène, dire tout ce que j'ai à dire au sujet des Lacédémoniens. Et cependant j'aime ma vie, moi. Pourquoi donc alors ne fais-tu pas placer un billot devant la porte pour nous dire, misérable, la chose à laquelle tu attaches ton importance? Car j'ai grande envie de connaître tes pensées, mais selon le mode de justice que tu as fixé, fais placer ici le billot et prends la parole. Eh bien, voyez, voilà le billot, et voici l'orateur, moi, pauvre homme. Assurément, par Zeus, je ne me couvrirai pas d'un bouclier, mais je dirai sur les Lacédémoniens ce qui me paraît bon. Cependant, j'ai bien des craintes. Je connais l'humeur de nos compagnards qui se gaudissent quand quelque hablard fait l'éloge, juste ou non, d'eux et de la ville. Et ils ne s'aperçoivent pas qu'on les a vendus. Je connais aussi l'âme des vieillards qui ne voient pas autre chose que de mordre le monde avec leur vote. Je sais ce que j'ai eu à souffrir de Cléon.
pour ma comédie de l'année dernière. Il m'a traîné devant le conseil, me criblant des calomnies, m'étourdissant de ses mensonges, de ses cris, se déchaînant comme un torrent, fondant son déluge, à ce point que j'ai failli périr noyé dans un tas d'infamie. Et maintenant, avant que je prenne la parole, laissez-moi endosser le costume du plus misérable des êtres. Pourquoi ce tissu des détours, d'artifices et de retards? Emprunte-moi à Hieronymus un casque de Hadès aux poils sombres et hérissés, puis déploie les ruses de Sisyphos, car ce débat ne comportera pas de délai. Voici le moment où il faut que je prenne une arme résolue. Allons tout de suite trouver Euripidès. Esclave, esclave, qui est là? Euripidès est-il chez lui? Il n'y est pas, et il y est, si tu n'es pas dépourvu de sens. Comment y est-il et n'y est-il pas? Tout simplement, vieillard, son esprit, courant dehors après des vers, n'y est pas, mais lui-même est chez lui, juché en l'air, composant une tragédie. Ô 3 fois heureux Euripidès d'avoir un esclave qui répond si sèchement. Mais toi, appelle ton maître. C'est impossible. Mais cependant, je ne puisse m'en aller. Je vais frapper à la porte. Euripidès, mon petit Euripidès, écoute-moi. Si jamais tu l'as fait pour quelqu'un, c'est Dicopolis qui t'appelle, Tudème de Colide. Moi, je n'ai pas le temps. Eh bien, fais-toi rouler. Impossible. Mais pourtant, allons, qu'on me roule. Je n'ai pas le temps de descendre. Euripidès, qu'est-ce que tu chantes? Tu composes juché dans l'air, quand tu peux être en bas. Il n'est pas étonnant que tu crées des boiteux. Et pourquoi as-tu ces haillons tragiques, ces vêtements pitoyables? Il n'est pas étonnant que tu crées des mendiants. Mais je t'en prie, à genoux, Euripidès, donne-moi les haillons de quelques vieux drames. J'ai à débiter au choix un long discours qui me vaudra la mort si je parle mal. Quelle guenille veux-tu? Celle qui portait dans son rôle Vénus, cet infortuné vieillard. Non, pas celle de Vénus, mais d'un plus malheureux encore. Le phénix, l'aveugle? Non, pas de phénix, non, mais il y en avait un autre, plus malheureux que Phénix. Mais quels sont les loques d'habits dont parle cet homme? Parties de celle du mendiant Philoctétes? Non, d'un autre, beaucoup plus mendiant. Sont-ce les vêtements crasseux que portait le boiteux Bellérophon? Pas Bellérophon. Mon homme était boiteux, mendiant, bavard, disserte. Je sais, le Mycien Téléphos. Oui, Téléphos, donne-moi, je t'en prie, ces haillons. Esclave, donne-moi les guenilles de Téléphos. Elles traînent au-dessus des loques de Thyestre, mêlées à celles du nom. Les voici, prends. Osseuse, dont l'œil voit et pénètre partout. Laisse-moi me vêtir comme le plus misérable des êtres. Euripidès, puisque tu m'as accordé ceci, donne-moi, comme complément de ces guenilles, le petit bonnet qui coiffait le Mycien. Il me faut aujourd'hui avoir l'air d'un mendiant, être ce que je suis, mais ne pas le paraître. Les spectateurs sauront que je suis moi, mais les corrupts
sont assez bêtes pour être dupes de mon verbiage. Je te le donnerai, car ta subtilité machine des finesses. Sois heureux, et qu'il arrive à Téléphone ce que je souhaite. Très bien, comme je suis bourré de sentences, mais il me faut un bâton de mendiant. Prends et éloigne-toi de ces portiques. Oh mon âme, tu vois comme on me chasse de ces demeures, quand j'ai encore besoin d'un tas d'accessoires. Sois donc pressante, quémandeuse, suppliante. Euripidès, donne-moi une corbeille avec une lampe allumée. Mais, malheureux, qu'as-tu besoin de ce tissu d'osier? Je n'en ai pas besoin, mais je veux tout de même l'avoir. Tu deviens important. Va-t'en de ma maison. Hélas, sois heureux comme autrefois ta mère. Va-t'en, maintenant. Ah, donne-moi seulement une petite écueil à la lèvre ébrêchée. Prends, et qu'il t'arrive malheur. Sache que tu es un fléau pour ma demeure. Oh, par Zeus, tu ne sais pas tout le mal que tu me fais, mais mon très doux Euripidès, plus rien qu'une marmite doublée d'une éponge. Et l'homme, tu m'enlèves une tragédie. Prends et va-t'en. Je m'en vais. Cependant, que faire? Il me faut une chose, et si je ne l'ai pas, c'est fait de moi. Ô très douce Euripidès, donne-moi cela, car je ne m'en vais pour ne plus revenir. Donne-moi dans mon panier quelques légères feuilles de légumes. Tu me ruines, tiens, voici, mais c'en est fait de mes drames. C'est fini, je me retire. Je suis trop important. Je ne songe pas que je me ferai haïr des rois. Ah, malheureux, je suis perdu. J'ai oublié une chose dans laquelle se résument toutes mes affaires. Mon petit, mon très doux, mon très cher Euripidès, que je meurs de mal mort de te demander encore une seule chose, seule, rien qu'une seule. Donne-moi du Scandix que tu as reçu de ta mère. Cet homme fait l'insolent. Fermez la porte au verrou. Oh mon âme, il faut partir sans Scandix. Ne sais-tu pas quel grand combat tu vas combattre? Sans doute, en prenant la parole au sujet des Lacédémoniens. Avance, mon âme, voici la carrière. Tu hésites? N'as-tu pas avalé Euripidès? Je t'en loue. Voyons, maintenant, pauvre cœur, en avant, offre ensuite ta tête, et dis tout ce qu'il te plaira. Alors dis, allons, marche, je suis ravi de mon courage. Que vas-tu faire? Que vas-tu dire? Songe que tu es un résolu, un homme de fer qui livre sa tête à la ville et qui va seul contredire tous les autres. Notre homme ne recule pas devant l'entreprise. Allons, maintenant, puisque tu le veux, parle. Ne m'en veuillez point, citoyen spectateur, si, tout pauvre que je suis, je m'adresse aux Athéniens au sujet de la ville et en acteur de tragédie. Or, la tragédie, c'est aussi ce qui est juste. Mes paroles seront donc amères, mais justes. Certes, Cléone ne m'accusera point aujourd'hui de dire du mal de la ville en présence des étrangers. Nous sommes seuls. C'est la fête des Linéas. Les étrangers n'y sont pas encore. Les tribus n'arrivent pas, ni les alliés venant de leur ville. Nous sommes donc seuls et triés au volet, car les métèques, selon moi, sont aux citoyens ce que la paille est au blé. Je déteste de tout mon cœur les Lacédémoniens. Et puis Poséidon,
le dieu du Tannéron, Taïnaron, leur envoyait un tremblement qui renverse toute leur maison. Et de fait, mes vignes ont été coupées. Mais voyons, car il n'y a que des amis présents à mon discours. Pourquoi accuser de tout cela les Laconiens? Chez nous, quelque homme, je ne dis pas la ville, souvenez-vous bien que je ne dis pas la ville, quelque misérable pervers, décrié, pas même citoyen, ont accusé les Mégariens de contrebande de lainage. Voyait-il un concombre, un lévreau, un cochon de lait, une gousse d'ail, un grain de sel? Cela vient de Mégara, et on le vendait sur l'heure. Seulement, c'est peu de choses, et cela ne sort pas de chez nous. Mais la courtisane Cimata, ayant été enlevée par des jeunes gens ivres, Vénus à Mégara, les Mégariens, outrés de douleur, enlèvent à leur tour 2 courtisanes d'Aspasia. Et voilà la guerre allumée chez tous les Hellènes pour 3 filles. Sur ce point, du haut de sa colère, l'Olympien Périclès éclaire, donne, bouleverse la Hélas et fait une loi qui, comme dit le Scoli, interdit aux Mégariens de séjourner sur la terre, sur l'agora, sur la mer et sur le continent. Alors les Mégariens, finissant par mourir de faim, prient les Lacédémoniens de faire rapporter le décret rendu à cause des filles de joie. Nous ne voulons pas écouter leurs demandes réitérées, et dès lors commence un fracas de boucliers. Quelqu'un va dire, il ne fallait pas, mais que fallait-il? Dites-le. Qu'un lacédémonien se fût embarqué pour Sériphore, afin d'y enlever, sous quelque prétexte, un petit chien et de le vendre, seriez-vous resté tranquille dans vos maisons? Il s'en fout de beaucoup. Vous auriez aussitôt mis 300 vaisseaux à la mer. Voilà la ville pleine du bruit des soldats, de clameurs au sujet de Triarque, des distributions de la solde, du redorage des paladiens, des bousculades sous les portiques, de mesures de vivres, d'outre, de courroies à rames, d'achat de genoux, de gousses d'ail, d'olives, d'oignons dans des filets, de couronnes, de sardines, de joueuses de flûte, cieux pochés. L'arsenal est rempli de bois à fabriquer des avirons, de chevilles bruyantes, de garnitures de trous pour la rame, de flûtes à signal, de fifres, de sifflets. Je sais que c'est cela que vous auriez fait. Et ne croyons-nous pas que Téléphos eût fait de même? Donc nous n'avons pas de sens commun. C'est donc comme cela, misérable, infâme, vil mendiant, tu oses nous parler ainsi? Et s'il y a ici quelques sycophantes, tu l'outrages. Par Poséidon, tout ce qu'il dit est justement dit. Il ne ment pas d'un mot. Si c'est juste, fallait-il le dire? Mais tu n'auras pas à te réjouir de l'audace de tes paroles. Où cours-tu donc? Ne bouge pas. Si tu frappes cet homme, je te ferai danser. Oh Lamachos, toi, dont les regards lancent des éclairs, viens nous en aide. Toi dont la crête est une gorgon, paraît. Oh Lamachos, mon ami, citoyen de ma tribu.
S'il y a là un taxiarque, un stratège, des défenseurs des remparts, venez vite à notre aide. On porte la main sur moi. Quel cri de bataille me frappe l'oreille? Où faut-il courir à l'aide? Où dois-je lancer l'épouvante qui tire ma gorgon de son étui? Ô Lamagos, héros redoutable par tes aigrettes et par tes bataillons. Ô Lamagos, cet homme n'en finit pas d'outrager notre ville tout entière. C'est toi, mendiant, qui a l'audace de tenir ce langage. Ô Lamagos, grand héros, pardonne à un mendiant qui, en prenant la parole, a dit quelques sottises. Qu'as-tu dit de nous? Parleras-tu? Je ne sais plus rien. La peur des armes me donne le vertige, mais je t'en prie, éloigne de moi cette mormeau. C'est fait. Maintenant, mets-lui la face contre terre. Elle y est. Donne-moi à présent une plume de ton casque. Voilà la plume. Maintenant, prends-moi la tête pour que je vomisse. Les sécrètes me donnent la nausée. Et l'homme, que veux-tu faire? Tu veux te faire vomir à l'aide de cette plume? C'est une plume, en effet. Dis-moi, de quel oiseau est-elle? Est-ce du fanfaron? Est-ce du compalaquitos? Fanfaron? Ah, tu vas y passer. Non, Lamagos, il ne s'agit pas de force. Puisque tu es fort, pourquoi ne pas me circoncire? Tu es bien armé? Un mendiant parlait ainsi à un stratège. Moi, un mendiant? Qu'es-tu donc? Ce que je suis, un bon citoyen, exempt d'ambition, et depuis le commencement de la guerre, un bon soldat, tandis que toi, tu es, depuis le commencement de la guerre, un général gagé. On m'a élu. Oui, 3 coucous. Et moi, indigné de ce fait, j'ai conclu une trêve, voyant des hommes à cheveux blancs dans les rangs des soldats, et des jeunes comme toi se dérobant au service, les uns en traquaient, pour une solde de 3 drachmes. C'est Tsaminos, des Phanipos, et ce coquin d'Hipparchidas, les autres auprès de Carès, ceux-ci en Chaonie, gérés Théodoros, et ce vantard de Diomé, ceux-là à Camarina, à Géla, à Catagéla. On les a élus. Et pourquoi les salaires vont-ils toujours à vous, et à eux rien? Dis-moi, Marie-la-Déesse, toi dont les cheveux blanchissent, as-tu jamais eu une pareille mission? Il fait signe que non. Il est cependant prudent et actif. Et vous, Prakylos, Euphoridas, Primidas, quelqu'un de vous connaît-il les Batana ou les Chaoniens? Ils disent que non. C'est affaire au fils de Kosira et à Lamagos qui ne pouvaient qu'hier encore payer leur écho ou leur dette, et à qui tout cela a mis, comme font le soir les gens qui jettent dehors leurs bains de pied, criaient « Gare !» Ô démocratie, est-ce tolérable? Non, certes, si Lamagos n'était pas bien payé. Mais moi, je veux faire une guerre éternelle à tous les Péloponnèsiens, jetés par tout le désordre sur mer et sur terre, et de la bonne sorte,
Et moi, je déclare à tous les Péloponnésiens, aux Mégariens, aux Boétiens, qu'ils peuvent vendre et acheter chez moi. Mais la Makos, non. Cet homme a la parole triomphante. Il va convaincre le peuple au sujet de la trêve. Mais changeons notre habit contre des anapestes. Depuis que notre directeur préside à des choix tragiques, il ne s'est point encore avancé sur le théâtre pour parler de son talent. Mais diffamé par ses ennemis auprès des Athéniens, au jugement hâtif, comme ridiculisant la ville et outrageant le peuple, il faut qu'il se disculpe maintenant auprès des Athéniens au jugement réfléchi. Notre poète dit donc qu'il est digne de tous bien, en vous empêchant d'être trop dupé par les discours des étrangers ou séduit par la flatterie. Vrai citoyen de la ville des Sceaux, jadis, les envoyés des villes commençaient, afin de vous tromper, par vous appeler les gens aux couronnes de violettes. Et aussitôt que le mot de couronne était prononcé, vous n'étiez plus assis que du bout des fesses. Si un autre, d'un ton flatteur, parlait de la grâce atteinte, il obtenait tout pour ce mot grâce, dont il vous honorait comme des anchois. En agissant de la sorte, le poète a été pour vous la cause de grands biens, ainsi qu'en faisant voir au peuple des autres villes ce qu'est une démocratie. Voilà pourquoi, lorsque les envoyés de ces villes viendront vous apporter leur tribut, ils désireront voir le poète éminent qui ne craint pas de dire aux Athéniens ce qui est juste. Aussi le bruit de son audace s'est-il déjà répandu si loin que le roi, questionnant un jour les envoyés de Lacédémon, après leur avoir demandé quel était le peuple le plus puissant par ses vaisseaux, les interrogea ensuite sur ce poète et sur ceux dont il disait tant de mal. Il ajouta que ces hommes étaient devenus de beaucoup meilleurs et qu'à la guerre, ils seraient tout à fait victorieux en ayant un tel conseiller. C'est pour cela que les Lacédémoniens vous proposent la paix, redemande Aegina. Nom de cette île, Lysaï, grand souci, mais pour dépouiller ce poète. Pour vous, ne l'abandonniez jamais. Sa comédie frappera juste. Il dit qu'il vous enseignera 1000 bonnes choses pour que vous soyez heureux. Et cela sans vous cajoler, sans vous leurrer de récompense, sans vous duper, sans user de fourberie, sans vous mettre l'eau à la bouche, mais ne vous donnant que les meilleurs conseils, qu'après cela, Cléon dresse ses machines, qu'il sourdisse contre moi toutes ces trames, j'aurai pour allier la probité et la justice, et jamais on ne me prendra à être comme lui, pour la ville, un fléau et un derrière maudit. Viens ici, muse brûlante, qu'est la force du feu, fille véhémente d'Acarnaï, semblable à l'étincelle qui jaillit des charbons d'Iolse, excitée par un vent favorable, quand on entend dessus une criade de poissons, les uns tournant une grasse marinade de ta sauce, les autres maniant la pâte. Viens de même, mélodie fière, intense, aux accents rustiques, et traite-moi en citoyen. Vieillard chargé d'ans, nous accusons cette ville, loin de recevoir de vous la nourriture due à nos victoires navales, nous en souffrons de cruel, tout vieux que nous sommes. Vous nous impliquez dans des procès et vous nous faites servir de risible à de jeunes orateurs, réduits à rien. Nous restons muets, usés comme de vieilles flûtes. Votre Poséidon tutélaire est un bâton.
La vieillesse nous fait balbutier devant la pierre du tribunal où nous ne voyons rien que l'ombre de la justice. Mais le jeune homme, soucieux de faire valoir son éloquence, se hâte de frapper par l'agencement de ses périodes arrondies. Puis, traînant l'accusé, il le questionne, le prend au piège de ses paroles, tourmentant, troublant, bouleversant sa pauvre titan. Le vieux mâchonne, se retire frappé d'une amende, sanglote, pleure et dit à ses amis: ce qui devait payer ma bière, c'est l'amende dont je suis frappé. Est-il décent de ruiner ainsi un vieillard blanc devant la clepsydre, un compagnon qui a beaucoup peiné, qui s'est mouillé tant de fois d'une sueur chaude et glorieuse, un brave qui s'est battu à Marathon pour la République? Ouais, nous qui étions à Marathon, à la poursuite de l'ennemi, aujourd'hui nous sommes poursuivis à outrance par des hommes méchants, et puis après condamnés. À cela, que répondrait un Martias? Et de fait, est-il juste qu'un homme courbé par l'âge comme Thukydides périsse enfermé dans les déserts de la Scythia parce qu'il a maille à partir avec Kiphis Démos, cet avocat bavard? Je me suis senti pris de pitié et j'ai versé des larmes en voyant maltraité par un archer ce vieil homme. J'en atteste Déméter, lorsqu'il était le Thukydides qui eût aisément tenu une tête à la déesse gémissante. Déméter, pleurant Cora, aurait d'abord terrassé 10 Évatlos, effrayé de ses cris 3000 archers, et percé de flèches le père et toute la lignée. Ah! Puisque vous ne permettez pas que les vieillards jouissent du sommeil, décrétez que les causes soient divisées de manière qu'un vieux édenté plaide contre un vieux et les jeunes contre un homme à l'anus élargi, un bavard, le fils de Clinias. Il faut désormais exercer des poursuites et, s'il y a un coupable, que le vieillard soit frappé d'amende par le vieillard et le jeune homme par le jeune homme. Voici les limites de mon marché. Tous les Péloponnésiens, Mégariens et Boétiens ont le droit de trafiquer ici, à la condition de vendre à moi et à la Makos rien. J'institue pour Agoranum de mon marché ces 3 fouets en cuir de lébros désignés par le sort, entrée interdite à tout sycophante et à tout habitant du Phasis. Pour moi, je fais apporter la colonne sur laquelle est mon traité, afin qu'il soit bien en vue sur l'agora. Il parle en dialecte d'Orient, mégarien, c'est-à-dire Agora d'Athènes, salut, toi qui es cher aux mégariens. Par le dieu de l'amitié, je te recrute comme une mère. Allons, pauvre fillette d'un père malheureux, montez les marches pour trouver des galettes, s'il y en a. Écoutez-moi, et que votre vente soit toute attention. Qu'aimez-vous mieux, être vendu ou souffrir de la faim? Être vendu, c'est aussi ce que je dis. Mais qui serait assez sot pour vous acheter, sur du perdre? Toutefois, il me vient à l'esprit une invention mégarienne. Je vais vous déguiser en petit cochon et dire que j'en ai à vendre. Ajustez-vous ces pattes de cochon et faites qu'on vous croie issu d'une bonne truie. Par Hermès, si vous reveniez à la maison, vous souffririez
tout de suite les horreurs de la faim. Ensuite, mettez ces croix et puis entrez dans ce sac. La grognez et faites couille comme les cochons dans les mystères. Moi, je vais appeler Dicopolis. Du côté par où il est. Dicopolis, veux-tu acheter des petits cochons? Qu'est-ce? Un mégarien? Nous venons à ton marché. Comment allez-vous? Nous mourrons de faim, assis auprès du feu. Et de par Zeus, c'est bien agréable si on a là un joueur de flûte. Mais que faites-vous encore à Mégara à l'heure qu'il est? Tu le demandes? Quand je suis parti de là-bas pour le marché, les gens du conseil faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour que notre ville pérille le plus vite et le plus mal. Vous allez donc bientôt être tiré d'embarras. C'est vrai. Et qu'y a-t-il encore à Mégara? Combien le blé s'y vont-ils? Chez nous, il est à très haut prix, comme les dieux. Apportes-tu du sel? Ne tenez-vous pas nos salines? Est-ce de l'ail? Comment de l'ail? Mais dans toutes vos incursions, frère Mulot, vous déterrez les têtes avec vos piquets? Eh bien, qu'apportes-tu? Des truies mystiques? À merveille, montre-les-moi. Et elles sont belles. Soupèse-les si cela te plaît. Comme c'est gras et beau. Mais qu'est-ce donc? Une truie, par Zeus? Que dis-tu? D'où vient-elle? De Mégara? Ce n'est pas là une truie? Cela ne m'en a pas l'air. N'est-ce pas absurde? Voilà un incrédule. Il dit que ce n'est pas une truie. Moi, si tu veux bien, gageons une mesure de sel parfumé de thym, si ce n'est pas là une truie, en bon grec. N'est-ce pas une truie? Oui, cela m'en a l'air. Bien nourrie. Dans 5 ans, elle aura son bijou parfait. Sache-le bien, elle sera pareille à sa mère. Mais on ne peut pas l'immoler en sacrifice. Pourquoi donc? Qui empêche qu'elle ne soit immolée? Elle n'a pas de queue. C'est qu'elle est jeune, mais devenue une vraie bête porcine. Elle en aura une grande, grasse et rouge. Si tu veux la nourrir, ce sera une truie superbe. Comme le bijou de la sœur est semblable à celui de l'autre. Elles sont de la même mère et du même père. Qu'elle engraisse, qu'il lui fleurisse des poils, et ce sera la plus belle truie qu'on puisse immoler à Aphrodite. Mais on n'immole pas de truie à Aphrodite. Pas de truie à Aphrodite, mais c'est la seule déesse à qui la chair des truies soit très agréable quand elle est bien embrochée. Mangent-elles seules maintenant sans leur mère? Oui, par Poséidon, et aussi sans leur père. Que mangent-elles de préférence? Tout ce que tu voudras leur donner, mais demande-le leur. Petite truie, petite truie. Couille, couille. Mangeras-tu bien des pois chiches, mon couille, couille, couille. Et puis encore, des figues de Phybalis, couille, couille. Quel cri aigu vous poussez à propos de figues? Que quelqu'un de l'intérieur apporte des figues à ces petites truies. En mangeront-elles? Comme elle les croque au vénérable Héraclès. De quel pays sont ces truies? On les croirait de Tragassa, la goulue. Mais elles n'ont pas mangé toutes les figues,
Or en voici une que je leur ai enlevée. Par Zeus, ce sont deux gentilles bêtes. Combien veux-tu me vendre détruit? Dis. L'une pour une boîte d'ail, l'autre, si tu veux, pour un conix de sel. Je te les achète. Attends ici. Voilà qui va bien, Hermès, dieu du gain. Puissais-je vendre ainsi ma femme et ma mère? Et l'homme, de quel pays es-tu? Marchand de cochons de Mégara, je dénonce comme ennemi tes cochons et toi. Allons, bon, voilà la cause de toutes nos misères revenues. Chanson mégarienne, ne lâcheras-tu pas ce sac? Diképolis, on me dénonce. Qui est cela? Quel est ton dénonciateur? Agoranum, vous ne mettrez pas à la porte les sycophantes? À quoi penses-tu nous éclairer sans lanterne? Ne puis-je pas dénoncer les ennemis? Tu vas crier, si tu ne cours pas dénoncer ailleurs. Quel fléau pour atteindre? Courage, Mégaria. Tiens, voilà le prix de tes truies. Prends l'ail et le sel, et bien de la joie. Ah, il n'y en a pas beaucoup chez nous. Quelle inadvertance qu'elle retombe sur ma tête. Petit cochon, tâchez, sans votre père, de manger de la galette avec du sel, si quelqu'un vous en donne. Heureux homme, n'as-tu pas entendu quel gain il tire de sa résolution? Il fera ses affaires assis sur l'agora, et si Ctésias se présente, ou quelque autre sycophante, il ira chez Mirassi. Pas un homme ne te fraudera sur le prix des denrées. Prépice n'essuiera pas devant toi son infâme derrière, et Cléonymos ne te bousculera pas. Tu te promèneras drapé dans une brillante laïna. Tu ne rencontreras pas Hyperbolos, inassouvi de chicane. Tu ne seras pas abordé en parcourant l'agora par Cratinos, toujours rasé à la fine lame, comme les galants, ni par leur pervers Artémon, trop alerte à la musique, exhalant de ses aisselles la mauvaise odeur de son bouc de sa patrie de Tragassa. Jamais plus ne te raillera le roi des méchants, posant, ni sur l'agora, Lysistratos, l'opprobre des colarchiens, homme imprégné de tous les vices, grelottant et mourant de faim. Plus de 30 jours par chaque mois. Par Héraclès, mon épaule n'en peut, mais Isménias pose doucement à terre le pouliot. Le pouliot, vous tous, flûtards thébains, soufflez avec vos flûtes d'or dans un derrière de chien. Ô corbeaux, ces frélons ne quitteront donc pas nos portes, d'où s'est abattue sur ma porte cette volée, élevée par Kéris, ces flûtistes bourdonnants, par Hélios, ton souhait m'est agréable, étranger. Depuis tes baillets, en soufflant derrière moi, ils ont fait tomber par terre mes fleurs de pouliot. Mais, si tu veux bien, achète-moi de ce que je porte, des poulets ou des sauterelles. Ah, salut, mon cher Boétien, mangeur de colix. Qu'apportes-tu? Tout ce que nous avons de bon en Boétia, origan, pouliot, natte de jonc, feuilles à mèche, canard, jet, francolin, pouleau, roitelet, plongeon. Tu es un orage qui sème les oiseaux sur l'agora. J'apporte également oies, lièvres, renards, taupes, hérissons, chats, pique-fide, belette, loutre, anguille, du copaï,
Ô toi, qui offre le morceau le plus agréable aux hommes, permets-moi de saluer les envies que tu apportes. Toi, l'aîné de mes 50 vierges de Copaï, viens faire la joie de notre hôte. Ô bien-aimé, objet de mes longs désirs, te voilà donc, toi pour qui soupirent les choix tragiques et chers à Moricos. Esclave, apportez-moi ici le réchaud et le soufflet. Regardez, enfant, cette maîtresse anguille qui vient enfin, désirée depuis 6 ans. Saluez-la, mes enfants. Moi, je fournirai le charbon pour faire honneur à l'étrangère, mais apportez-la. La mort même ne pourra me séparer de toi si on te cuit avec des bêtes. Et à moi, que me donneras-tu en retour? Tu me la donnes en paiement de ton droit sur marché. Mais si tu veux vendre quelque autre chose, parle. Et tout cela, voyons, combien dis-tu? Ou veux-tu troquer contre des denrées emportées d'ici? Bien, je prends des produits d'Athènes qu'on n'a pas en Boétia. Tu veux acheter et emporter des anchois de Phaléron ou de la poterie? Des anchois et de la poterie. Mais nous en avons là-bas. Je veux un produit qui ne soit pas chez nous et qui abonde ici. Je sais alors. Emporte un sycophante, emballé comme de la poterie. Par les jumeaux, j'aurais grand profit à en emmener un. Ce serait un singe plein de malice. Voici justement Nicarchos qui vient dénoncer quelqu'un. C'est un bien petit homme, mais il est tout venant. À qui sont ces marchandises? À moi? De tes pères. Zeus m'en est témoin. Et moi, je les dénonce comme ennemis. Quel mauvais instinct te pousse à guerroyer, à batailler contre des oiseaux? Je vais te dénoncer toi-même en su. Quel mal ai-je fait? Je vais te le dire dans l'intérêt des assistants. Tu introduis des mèches de chez les ennemis. Ainsi donc, tu dénonces des mèches. Une seule suffit pour embraser l'arsenal. L'arsenal? Une mèche? Je le crois. Et comment? Un Boétien peut l'attacher à l'aile d'une stipule, la lancer sur l'arsenal au moyen d'un tube, par un grand vent de Boréas, et, le feu prenant une fois au vaisseau, il flambe tout de suite. Méchant, digne de 1000 morts, il flamberait embrasé par une stipule et par une mèche. Une carcasse battue par une Tychopolis. Des témoins. Fermez-lui la bouche. Donne-moi du foin. Je vais l'emballer comme de la poterie pour qu'il ne se casse pas en route. Emballe bien, mon cher, cette marchandise destinée à l'étranger afin qu'il n'aille pas la briser. J'y veillerai, car elle rend le son grêle d'un objet fêlé par le feu et désagréable aux dieux. Que va-t-il en faire? Un vase utile à tout, une coupe de mots, un mortier à procès, une lanterne pour espionner les comptables, un récipient à brouiller les affaires. Mais qui oserait se servir d'un vase qui craque de la sorte dans la maison? Il est solide, mon bon, il ne cassera jamais s'il est suspendu par les pieds, la tête en bas. Le voilà empaqueté comme tu le veux. Je vais enlever ma gerbe, le choir à Tychopolis, ou le meilleur des autres, aide-le dans le transport, et jette où tu voudras ce sycophante ou bon à tout. Bon à tout. J'ai eu bien de la peine à empaqueter ce maudit scélérat. Allons, Boétien, emporte ta poterie. Viens ici et baisse ton épaule, Isménikos.
Veille à la porter avec précaution. En réalité, tu ne porteras là rien de bon. Fais-le toutefois. Tu gagneras à te charger de ce fardeau. Les sycophantes te portera bonheur. Dicopolis, qu'y a-t-il? Pourquoi m'appelles-tu? Pourquoi Lamachos te prie de lui céder, moyennant cette drachme qu'il te crive pour la fête des coupes, et au prix de 3 drachmes, une anguille du Copaï? Qui est-ce, ce Lamachos, avec son anguille? Le terrible, l'infatigable, qui agite sa gorgone, et qui remue les 3 sacrètes dont il est ombragé. Les 3 aigrettes dont il est ombragé. Par Zeus, je refuse, me donnait-il son bouclier, qu'il remue ses aigrettes en mangeant du poisson salé. S'il vient faire du bruit, j'appelle les acoranums. Pour moi, j'emporte ses provisions, destinées à ma personne. J'entre sur les ailes des grives et des merles. Tu as vu? Oui, tu as vu, ville tout entière, la prudence et l'imminente sagesse de cet homme. Depuis qu'il a conclu une trêve, il peut acheter ce dont il a besoin pour sa maison et ce qui convient à des repas chaudement servis. De même, tous les biens lui arrivent. Non, jamais ne recevrai chez moi la guerre, jamais elle ne me chantera l'air d'Harmodios, assise à ma table, parce que c'est un être qui, pris de vin, en faisant répaille chez ceux qui ont tous les biens, y cause tous les maux, renverse, ruine, détruit, et cela quand on lui a fait nombre d'avance. Bois, assis-toi, prends cette coupe de l'amitié, tandis que lui porte partout le feu sur nos échalas, et répand brutalement le vin de nos vignes. Chez l'homme que je dis le repas est grandement, libéralement ordonné, et l'épreuve de sa bonne chair se voit dans les plumes étalées devant sa porte. Ô compagne de la belle qui prie et des grâces aimables, réconciliation, comme tu as un beau visage. Ai-je pu l'ignorer? Puisse un amour nous unir, moi et toi, semblable à celui qui est présent, et couronné de fleurs. Crois-tu donc, par hasard, que je suis trop vieux? Mais si je te prends, je crois pouvoir t'offrir 3 avantages. Et d'abord, je puisse aligner un long plan de vigne, puis élever auprès de tendres rejetons de figuier. En 3e lieu, tout vieux que je suis, y marier de jeunes cèpes de vigne, et enfin garnir d'oliviers tout le tour de mon champ pour nous joindre d'huile, toi et moi, ou nous menia. Écoutez, peuple, à la façon de vos pères, buvez dans les coupes au son de la trompette. Celui qui l'aura vidé le premier recevra une outre faite comme Ctesiphon. Enfants, femmes, n'avez-vous pas entendu? Que faites-vous? N'entendez-vous pas le héros? Faites bouillir, rôtissez, retournez et enlevez ces lièvres prestement, tressez les couronnes, apporte les broches pour enfiler les griffes. J'envie ta prudence, mon cher homme, et encore plus ta bonne chair actuelle. Que sera-ce quand vous verrez rôtir ces griffes? Je crois que tu dis juste encore sur ce point. Attise le feu. Entends-tu avec quelle habileté culinaire, avec quelle science et avec quelle entente de gourmet il se fait servir? Malheureux que je suis, par Héraclès, quel est cet homme?
un homme infortuné. Suis ton chemin devant toi, ô cher ami, puisque la trêve est pour toi seul, cède-moi un peu de pain, ne fût-ce que de 5 ans. Que t'est-il arrivé? Je suis ruiné, j'ai perdu 2 bœufs. Comment? Les Boétiens les ont pris à filat. Ô 3 fois malheureux, et tu es encore vêtu de blanc. Ces 2 bœufs, par Zeus, me nourrissaient de leur fumier. Que te faut-il donc maintenant? J'ai perdu la vue à pleurer mes bœufs. Mais si tu prends intérêt à Derkélas de Phila, frotte-moi vite les 2 yeux avec de la poix. Mais, malheureux, je ne suis pas en situation de rendre service à tout le monde. Allons, je t'en conjure, peut-être retrouverai-je mes bœufs. Impossible. Va-t-on pleurer auprès des disciples de Pythalos? Rien pour moi qu'une seule goutte de poids. Verse-la dans ce chalumeau. Par un fétu, va-t-on gémir ailleurs? Infortuné que je suis, puce de bœuf de labour, cet homme, avec son traité, s'est fait une vie douce, et il ne semble vouloir partager avec personne. Toi, arrose les tripes avec du miel, fais griller les sépias. Entends-tu ces éclats de voix? Crie les anguilles. Tu vas nous faire mourir, moi de faim, et les voisins de fumer de ta voix, en criant de la sorte. Rôtissez cela, et que la couleur en soit dorée. Scapolis, Scapolis, quel est cet homme? Un jeune marié t'envoie ses viandes de son repas de noces. Il fait bien, quel qu'il soit. Il te prie, en échange de ses viandes, pour ne pas aller à la gare et pour rester à caresser sa femme, de lui verser dans cette fiole un verre de bois. Remporte les viandes et ne me les donne pas. Ne me verserai pas de la poix pour 1000 drachmes. Mais quelle est cette femme? C'est la meneuse de la noce. Elle demande à te parler de la part de la mariée. À toi seul. Voyons, que dis-tu? Parlez Dieu. Elle est plaisante, la demande de la mariée. Elle désire que la partie essentielle du marié reste à la maison. Allons, qu'on apporte la trêve. Je lui en donnerai à elle seule. Elle est femme. Elle ne doit pas souffrir de la gare. Femme, approche. Tends-moi la fiole. Sais-tu la manière de s'en servir? Dis à la mariée, quand on fera une levée de soldats, d'en frotter la nuit la partie essentielle de son mari, qu'on remporte la trêve, vite, la cruche au vin, pour que j'en verse dans les coupes. Moi, voici un homme aux sourcils froncés. Il se presse comme pour annoncer un malheur. Oh, fatigue, l'âme en bataille, l'âme à cause. Quel bruit résonne autour de mes demeures étincelantes d'airain. Les stratèges t'ordonnent de prendre sur le champ tes cohortes et tes aigrettes et d'aller garder la frontière malgré la neige. Car on leur annonce qu'au moment de la fête des coupes et des marmites, des bandits boétiens vont faire une invasion. Ô stratèges, plus nombreux qu'utiles, n'est-il pas dur pour moi de ne pouvoir être de la fête? Ô armée polémolamaïque, malheur à moi, tu ris de mon infortune. Veux-tu combattre contre un chérion à 4 ailes? Hélas, hélas, quelle nouvelle m'apporte ce second messager? Diacopolis, qu'est-ce? Viens vite au banquet et apporte ta corbeille et ta coupe. Le prêtre de Dionysos t'invite. Mais hâte-toi,
Tu retardes le repas. Tout est prêt. Lit, table, coussin, tapis, couronne, parfum, friandises, courtisane, galette, gâteau, pain de sésame, tarte, belle danseuse, l'art bien-aimé de Harmodios. Ainsi, accours au plus vite, infortuné que je suis, c'est que tu as pris pour emblème cette grande gorgon, fermé la porte, et qu'on apprête le repas. Esclave, esclave, apporte-moi ici mon sac. Esclave, esclave, apporte-moi ici ma corbeille. Du sel mêlé de thym et des oignons. Et à moi du poisson, les oignons me répugnent. Apporte-moi ici, esclave, une feuille de figuier, pleine de hachirance. Et à moi une feuille de figuier bien crassée. Je la ferai cuire ici. Mais là, les plumes de mon casque. Mais là, ses ramiers et ses griffes. Belle et blanche est cette plume d'autruche. Belle et dorée est cette chair de ramier. Et l'homme cesse de rire de mes armes. Et l'homme, veux-tu bien ne pas guigner mes griffes? Apporte l'étui de mes 3 aigrettes, et à moi le civet du lièvre. Mais les mythes n'ont-ils pas mangé les aigrettes? Mais ne vais-je pas manger du civet avant le dîner? Et l'homme, veux-tu bien ne pas me parler? Je ne te parle pas, moi et mon esclave, nous sommes en discussion. Veux-tu gager et nous en rapporter à la Makos? Les sauterelles sont-elles plus délicates que les grives? Je crois que tu fais l'insolent. Il donne la préférence aux sauterelles. Esclave, esclave, décroche ma lance et apporte-la-moi ici. Esclave, esclave, retire cette andouille du feu et apporte-la-moi ici. Voyons, je vais retirer ma lance du fourreau. Tiens ferme, esclave. Et toi aussi, esclave, ne lâche pas. Approche, esclave, les supports de mon bouclier. Apporte les pains, support de mon estomac. Apporte ici l'orbe de mon bouclier à la gorgon. Apporte ici l'orbe de ma tarte au fromage. N'y a-t-il pas là pour les hommes de quoi rire largement? N'y a-t-il pas là pour les hommes de quoi savourer délicieusement? Verse de l'huile, esclave, sur le bouclier. J'y vois un vieillard qui va être accusé de lâcheté. Verse du miel, esclave, sur la tarte. J'y vois un vieillard qui fait pleurer de rage la Makos, le gorgonien. Apporte ici, esclave, ma cuirasse de combat. Apporte ici, esclave, ma cuirasse de table, ma coupe. Avec cela, je tiendrai tête aux ennemis. Avec cela, je tiendrai tête aux buveurs. Esclave, maintiens les couvertures du bouclier. Esclave, maintiens les plats de la corbeille. Moi, je vais prendre et porter moi-même mon sac de campagne. Moi, je vais prendre mon manteau pour sortir. Prends ce bouclier, esclave, emporte-le. Et en route, il neige, Babayax. C'est une campagne d'hiver. Prends le dîner. C'est une campagne de buveurs. Mettez-vous de bon cœur en campagne. Mais quelle route différente ils suivent tous les deux? L'un boira, couronné de fleurs, et toi, transi de froid, tu monteras la garde. Celui-là va coucher avec une jolie fille et se faire frictionner de je ne sais quoi. Puissant Timakos, fils de Psakas, historien et poète, être tout simplement confondu par Zeus, lui qui, Corrège, ou Linéal, m'a renvoyé tristement son souper.
Puissais-je le voir guetter une sépia qui, cuite, croustillante, salée, est servie sur table, et qu'au moment de la prendre, elle lui soit enlevée par un chien qui s'enfuit. Que ce soit là pour lui un premier malheur, puis qu'il lui arrive une autre aventure nocturne, que revenant fiévreux chez lui des manœuvres de cavalerie, il rencontre Orestes ivre qui lui casse la tête, pris d'un accès de fureur et que, voulant ramasser une pierre durant la nuit, il s'assise à pleine main un étron encore tout chaud, qui lance ce genre de pierre, manque son coup et frappe Cratinos. Serviteur de la maison de la Macasse, vite de l'eau. Faites chauffer de l'eau dans une petite marmite. Préparez des linges, du sérat, de la laine grasse et des tampons de charpie pour la cheville. Notre maître s'est blessé à un pieu en sautant un fossé. Il s'est déboîté et luxé la cheville, s'est brisé la tête contre une pierre et a fait jaillir la gorgon hors du bouclier. La grande plume du hableur gisant au milieu des pierres, il a fait retentir ce chant terrible aux astres radieux. Je te vois aujourd'hui pour la dernière fois. La lumière m'abandonne, c'est fait de moi. À ces mots, il tombe dans un bourbier, se relève, rencontre des fuyards, poursuit les brigands et les presse de sa lance. Mais le voici lui-même, ouvre la porte. Oh, là, oh, là, horrible souffrance, je suis glacé, malheureux, je suis perdu. Une lance ennemie m'a frappé, mais ce qu'il y aurait pour moi de plus cruel, c'est que Diképolis me vit blessé et me rit au nez de mes infortunes. Diacopolis entrant avec deux courtisanes. Oh, là, oh, là, quelle gorge! C'est ferme comme des coins. Baisez-moi tendrement, mes trésors, vos bras autour de mon cou, vos lèvres sur les miennes, car j'ai le premier vidé ma coupe. Cruel concours de malheur, hélas, quelle blessure cuisante. Et salut, cavalier Lamachos. Malheureux que je suis, infortuné que je suis. Pourquoi m'embrasses-tu? Pourquoi me mords-tu? Quel malheur pour moi d'avoir payé ce rude écho. Est-ce qu'il y avait un écho à payer à la fête des coupes? Païen. Mais il n'y a pas aujourd'hui de païnia. Soulevez ma jambe. Oh, tenez-la, mes amis. Et vous deux, prenez-moi juste la moitié du corps, mes amis. J'ai le vertige de ce coup de pierre à la tête. Je suis pris d'étourdissement. Et moi, je veux aller me coucher. Je suis pris de redressement et d'éblouissement. Portez-moi au logis de Pitalos, entre ses mains médicales. Portez-moi auprès des juges. Le roi du festin, donnez-moi l'outre. Une lance m'a percé les os. Quelle douleur! Diacopolis, montrant l'outre. Voyez, elle est vide. Tenez-la, chantons victoire. Tenez-la, comme tu dis, bon vieillard, victoire. Je remplis ma coupe d'un vin pur et je l'ai bu d'un trait. Tenez-la, donc, brave homme, emporte l'outre. Suivez, maintenant, en chantant, tenez-la, victoire. Oui, nous te ferons un cortège de fête, chantant, tenez-la, victoire.
pour toi et pour l'autre. Fin de Zacharia.